Vous écoutez Layout, le podcast des métiers du web. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Layout, le podcast qui part à la rencontre des métiers du web. Aujourd'hui, nous recevons Hassan, UX UI designer chez Source, qui va nous parler de son métier, de son parcours et plus globalement de son positionnement au sein du monde du digital. Bonjour Hassan, comment vas-tu? Salut Léa, ça va et toi? Ça va, merci. Merci d'être présent du coup pour ce 4e épisode de Layout. Tu es UX UI designer, mais on va plutôt baser cet épisode sur ton côté UI. Donc avant de parler de ton métier, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'UI design? Ouais. Alors, l'UI design, on traduit User Interface Design, ça va être le fait de concevoir des maquettes en organisant des éléments graphiques, des éléments textuels sur un produit. Donc, ça va vraiment être la création de ces maquettes, ça va être le choix d'une couleur, le choix d'une typographie, le choix d'icônes, le choix de composants, pardon. Et il va faire en sorte que ça corresponde bien aux valeurs et à l'image de la société pour qui il crée ce produit-là. Ok, bah très bien. Du coup, on va passer directement à la présentation de ton métier, à savoir, Ouais. qu'est-ce qu'un UI designer? Quel est l'objectif de ton métier? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors, qu'est-ce que je fais de mes journées aujourd'hui? Bah, je suis designer chez Source depuis maintenant 1 an. Source, c'est un bureau designer qui travaille sur la création d'interfaces et d'outils numériques pour des grands groupes et pour des startups. Donc, c'est une boîte qui est composée d'une quinzaine de designers et d'une dizaine de développeurs. Et puis voilà, on est très bon dans tout ce qui est conception technique, conception fonctionnelle, prototypage, test et puis déploiement d'interface. Et du coup, par rapport à mon travail chez Source, mes missions, elles vont se découper en 3 axes, je dirais. Le premier axe, c'est la définition et la conception d'un produit. C'est-à-dire que quand on va venir avec un brief, je vais devoir faire de la recherche en amont. Je vais réaliser des benchmarks d'outils qui y ressemblent. Je vais analyser les éventuels problèmes des utilisateurs. Parfois, je vais être amené à créer des schémas clairs et des schémas conceptuels qui vont permettre de modéliser l'intégralité des parcours des utilisateurs, qu'ils soient numériques ou non. Donc ça, c'est vraiment la phase la phase en amont, on va dire, la première phase. Après, on a la production de la solution, la production des outils, des produits. Donc là, c'est ce que je disais par rapport à l'UI design. C'est concevoir des interfaces qui vont répondre aux enjeux des entreprises et puis des besoins des utilisateurs. Donc au quotidien, je vais m'assurer que le produit il est compréhensible, que l'aspect graphique il est cohérent avec les valeurs et l'image de la société, comme je le disais avant. Et puis il y a aussi une facette qu'on oublie assez souvent, c'est créer ces interfaces-là en veillant à respecter pas mal de normes d'accessibilité. Par exemple, avoir un contraste assez suffisant pour que tout le monde puisse lire le contenu. C'est des règles qui sont super importantes, mais qui sont pas assez mises en avant dans les cursus, je trouve. Et puis la troisième phase, ça va être tout ce qui est suivi, itération et puis amélioration de l'outil. Donc en gros là, je vais être amené à organiser ou à participer à des ateliers, faire des entretiens avec des utilisateurs. Tout ça dans le but d'itérer et puis d'apporter des améliorations au produit. J'ai du mal avec ce mot. Mais voilà pour mon métier. Du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu, à ton background? Quelles sont les études que tu as faites pour devenir, UI designer? Ouais. Oui, alors j'ai fait un bac S spécialité ISN, donc informatique sciences du numérique. Je parle de ça parce que c'est ma première rencontre avec le web, on va dire, parce que j'y ai fait de la 3D avec Blender, j'ai fait du développement web en faisant de l'HTML et du CSS, et on a même fait du C++. J'en garde un très 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 mauvais souvenir. On a fait de la robotique aussi. Enfin bref, c'était la première porte d'entrée, ce qui m'a donné envie en tout cas d'explorer ce monde. Après ça, j'ai fait un DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'Internet. À l'époque, ça s'appelait SRC pour les plus vieux d'entre nous. Donc là, vraiment, c'est un DUT qui est assez polyvalent sur tous les métiers du web. Tu vas prendre les bases en design, les bases en développement web, en réseau, communication, en gestion de projet et même en
en vidéo, réaliser des films, etc. Et puis après ça, je suis entré à éthique. À la base, j'avais postulé pour rentrer en H3 directement et j'ai été pris. Et puis c'est le jour de la rentrée que je me suis rendu compte que j'étais finalement en PMD, donc la prépa master digital. Donc on était la première promotion et ça a été la meilleure année scolaire de ma vie, je pense, parce qu'en gros, tu as environ 40 personnes qui viennent d'horizons totalement différents. On avait même un mec qui venait d'une fac d'histoire, je me souviens. Et puis voilà, on a tous un niveau assez bas et puis on step up tous ensemble. Donc là, je plonge plus sérieusement dans le design, beaucoup plus sérieusement dans le développement web aussi et plein d'autres notions. Puis voilà, ce qui est super cool à ce moment-là, c'est qu'on fait plein de projets avec de vrais clients. C'est là justement que je fais la rencontre de Sébastien Régal, qui est CEO de Watura. Watura, c'est une plateforme de e-learning pour les métiers techniques de l'eau et de l'assainissement. C'est quelqu'un avec qui je vais être amené à travailler par la suite, en stage et après en freelance. Donc voilà, c'est une année où on fait énormément de choses, on a plein de projets. Voilà, c'est beaucoup d'émulation pendant cette année-là. En parallèle, pendant cette année-là, je travaille aussi avec Synergétique, qui est la junior entreprise de l'école, et je l'ai rejoint en tant que chargé de mission design. Et en gros, je m'occupe de créer des visuels d'articles, créer des visuels des événements, travailler sur la création de kakémono, par exemple. Donc voilà, plein de choses. Et puis comme je le disais avant, c'est pendant cette année-là aussi que je me lance en freelance et que je travaille en UX UI pour quelques sociétés. Et après la PMD, je décide de partir en master marketing et UX design, toujours chez Ethic. Donc en fait, c'était le prolongement de la PMD. C'est soit tu vas en master data développement web, si je dis pas de bêtises, soit tu allais en master marketing et UX design. Et là, on continue notre apprentissage. Je fais un stage en marketing digital chez Potion. C'est la société d'Armand Golpaigani qui était notre directeur pédagogique à ce moment-là. Donc j'apprends vraiment plein de choses au niveau du marketing digital, mais je trouve que je fais pas assez de design. Donc c'est pour ça que je décide de ne pas continuer là-bas. Et c'est pendant ma deuxième année de master que je rejoins Source en alternance. Et puis bah, aujourd'hui, voilà, designer chez Source en CDI. Un long parcours. Merci Hassan, super beau parcours. Pourquoi as-tu choisi de faire ce métier? On a vu du coup que sur tout le long de ton parcours, tu étais lié à tout ce qui était développement, informatique, ensuite tu es passé à éthique et tu as choisi le design. Mais pourquoi avoir choisi le design? Pourquoi avoir choisi de faire ce métier d'UI designer? Je pense que ça m'a pris quand j'étais au lycée. Je suis allé en S parce que je pensais que ça allait m'ouvrir plein de portes. Moi, là-bas, je voulais être avocat. Je me suis rendu compte que ça allait pas le faire du tout. Et puis, c'est surtout quand je suis entré en ISN, donc la spécialité du bac, que j'ai vu que je pouvais faire de la 3D, que je pouvais utiliser les ordinateurs d'une autre manière que de chatter sur MSN ou jouer à Dofus, par exemple. Là, je me suis dit directement, faut que je fonce dans cette voie. Et puis c'est quand je suis en DUT que vraiment là, si je sais que je vais faire du design. C'est quand je vois à peu près toutes les facettes des métiers du web que je me dis que là, le design, c'est ce qui me plaît le plus. Parce qu'à ce moment-là, je commence à découvrir Illustrator, la création d'éléments graphiques, etc. Et ensuite, je commence à découvrir l'UI design, mais vraiment très brièvement. Et j'entends parler d'éthique. Et là, en fait, je me dis, c'est bon, je vais faire de ça mon métier, je vais travailler beaucoup à ce niveau-là. Et c'est aussi à ce moment-là que je fais la rencontre d'un mec qui s'appelle Yann Eder Gilet. Je le rencontre pendant mon DUT, pendant une sorte de challenge inter-UT. Et lui, il était beaucoup plus calé sur le design, sur le développement que moi à ce moment-là. Et il m'a donné envie de continuer en fait vers cette voie-là. Lui, il entrait déjà à éthique et je l'ai suivi. Je l'ai suivi et puis je le regardais un petit peu de loin. Et puis voilà, ça me donnait envie de faire pareil, ça me donnait envie de concevoir des Ok, interfaces. c'était un peu ton mentor, quoi. Ouais, carrément, carrément. Tu sais, on a le même âge, voilà, on est potes, etc. Mais vraiment à ce niveau-là, je lui en suis très reconnaissant parce que il m'a vraiment fait découvrir le métier du design d'une manière qui n'était pas scolaire. Vraiment, entre potes, on se voit et
on parle de design. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas avant parce que mes potes, moi, ils sont pas du tout designers. Ils sont pas, sauf ceux que j'ai rencontrés à l'école, bien sûr. Mais ouais, c'est à travers cette personne-là qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ma vie. Ok, franchement, ça fait plaisir de rencontrer des gens passionnés et qui nous donnent envie aussi de faire des métiers comme le tien, du coup. Tu nous as parlé de Illustrator. Du coup, je rebondis là-dessus, j'en profite. Quels sont les outils ou les compétences dont tu as besoin pour devenir UI designer? Il y a pas mal d'outils, mais la base, je pense, par laquelle tout le monde commence, ça va être la suite Adobe. Donc, la maîtrise des logiciels comme Illustrator, Photoshop, Premiere Pro. En fait, je dis ça parce que moi, ça a été ma première rencontre avec ces outils-là. Et ensuite, je vais utiliser des logiciels comme Sketch, comme Figma. Il y a Adobe XD aussi, mais que j'ai très peu utilisé parce que j'étais un peu matrixé par Sketch. Après, je me suis fait avoir par Figma. Mais voilà, tu as ces outils-là qui vont te permettre de concevoir tes maquettes. Donc vraiment, c'est sur ces outils-là que tu vas créer tes composants, créer ta bibliothèque d'icônes, etc. Ensuite, tu vas avoir d'autres outils auxquels on pense pas toujours, mais ça va être des outils de prototypage. Par exemple, tu vas avoir Principle ou Protopie qui vont te permettre de faire des prototypes animés, des choses qui sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus visuelles, que tu vas pouvoir montrer à tes clients. Tu vas avoir des outils comme Zeppelin qui vont te permettre de partager tes maquettes avec les développeurs. En gros, ça partage les maquettes aux développeurs en version lecture seule, mais sur la droite, ils vont avoir accès au code HTML, CSS de tes maquettes. Et si tu fais bien ton travail, que tu crées bien tes composants, etc., c'est beaucoup plus simple pour eux de développer les maquettes et ça fluidifie en fait le travail et ça améliore vraiment beaucoup les relations entre les développeurs et les designers, parce que je sais que ça a été un sujet à un moment. Et puis, tu as des outils comme InVision aussi qui vont te permettre de prototyper ton produit. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tu as un logiciel qui s'appelle Figma, dont j'ai parlé juste avant, qui te permet de faire à peu près tout ça. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui switchent dessus. Sur Figma, voilà, tu peux concevoir tes maquettes. Tu peux partager tes maquettes aux développeurs. Ils ont l'accès à ce côté inspection de l'élément pour voir le code. Tu peux faire de plus en plus de choses en prototypage. Donc voilà, ça va être un outil vraiment central dans mon expérience de designer. Bah, aujourd'hui, je crois que c'est l'un des seuls, enfin, si je prends, tu sais, l'application qui te dit combien de temps tu passes sur telle ou telle application, sur ton téléphone ou sur ton Mac. Je crois que Figma, je dois être à 15 heures par jour dessus. Oui, en même temps, c'est ton outil de travail, donc Ouais, mais tout ça pour dire qu'il y a pas, il y a, auparavant j'avais Sketch, j'avais Zeppelin, j'avais InVision, j'avais Principal. Là, j'ai tout qui est concentré dans un seul et même outil. C'est ce qui le rend super intéressant. Mais du coup, enfin là, tu t'expliques que tu utilises que Figma, mais ça dépend aussi de l'entreprise et de ce qu'utilise l'entreprise. Effectivement, il y a certaines entreprises qui vont utiliser Sketch, comme il y a certaines entreprises qui vont utiliser Figma. Ça dépend. Chez nous, on utilise beaucoup Figma, mais il y a encore des clients pour qui on travaille sur Sketch, notamment pour le secteur bancaire, parce qu'en fait, il faut savoir que Figma, c'est un outil sur lequel on peut travailler via un navigateur, comme sur une application. Donc, tu as besoin juste d'un accès pour accéder à tes fichiers. Alors que Sketch, tu as vraiment besoin du fichier. Il n'y a rien qui est dans le cloud, quoi. Donc voilà, pour certaines entreprises, ça va être un peu plus touchy d'utiliser Figma pour cette notion de cloud, parce qu'ils ont peur de cette fuite de données. Oui, forcément, si les données sont sensibles, on va préférer garder ça plutôt en local, quoi. Exactement, exactement. Ok, très bien. On voit que tu es vraiment très passionné par ce que tu fais. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton métier? Ouais, c'est une question difficile. Déjà, le fait tu sais, quand tu vas concevoir une interface, potentiellement, cette interface, tu vas la concevoir pour des milliers d'utilisateurs. Et pour peu que ces interfaces-là soient utiles, tu rends service à plein de personnes. Par exemple, tout à l'heure, je te parlais de Watura. J'ai travaillé pour eux en stage et j'ai continué de travailler avec eux en freelance. Et j'avais pour mission de concevoir la plateforme d'e-learning. Donc, l'objectif de cette plateforme, c'est de former plein de gens au métier technique de l'eau et de l'assainissement. Il y a aussi des notions de sécurité. Donc, tu te dis que tu conçois un produit qui va servir dans le monde entier à leur apprendre des choses et en plus de ça, à leur donner des notions de sécurité, donc potentiellement
je sais pas, ça peut, parce qu'il y a des métiers qui sont dangereux dans les métiers techniques de l'eau, donc tu vas permettre de sauver des vies, par exemple, tu vois. Ça paraît bateau dit comme ça, mais il y a des, quand tu conçois des produits qui servent réellement, ça te rend fier. Et quand tu te rends compte du nombre de personnes qui utilisent ces produits, ça te rend encore plus fier, vraiment. Et puis, il y a aussi la notion de, c'est aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui, chaque jour, utilisent des outils qui ont été créés, je crois que j'étais même pas né, des outils qui ont été conçus sous Windows XP, et encore aujourd'hui, ils travaillent sur ça tous les jours. En travaillant, en améliorant leurs outils, t'améliores la vie de pas mal de personnes, puisqu'elles passent 7 heures sur cet outil chaque jour. Donc, t'améliores leur vie, et puis c'est Colas Fournier, un designer de source qui nous avait sensibilisé à ça pendant un design meeting. En fait, tu leur permets d'être beaucoup plus à l'aise et efficaces dans leur travail. Et en plus de ça, tu leur imposes un standard de qualité au niveau des interfaces qui vont être amenées à utiliser dans le futur. Donc, il y a que du bénéfice, c'est que du bonus. Voilà, je pense que ça, c'est ce qui me rend le plus fier et c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Du coup, on a passé beaucoup de temps à parler d'UI design. Est-ce que tu pourrais juste nous dire qu'est-ce que l'UX design donc pour les auditeurs qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur l'autre facette de ton métier? Alors, l'UI design, pour rappel, c'est User Interface Design. Donc, c'est tout ce qui va être visuel, c'est la conception des maquettes. Et l'UX design, c'est User Experience Design. Donc là, ça va être la conception de l'expérience de l'utilisateur. Donc l'objectif de l'UX designer, ça va être de concevoir un produit qui va répondre au mieux aux besoins de ses utilisateurs. Pardon. Donc pour ça, il va avoir recours à pas mal de choses. Il va être amené à faire de la recherche en amont. Il va être amené à faire de la recherche sur les problèmes des utilisateurs. Il va mapper le parcours des utilisateurs sur le produit final. Il va être amené à organiser des interviews, des ateliers avec des utilisateurs pour co-concevoir des fonctionnalités ou améliorer le produit actuel. Et puis, il va créer des wireframes. Donc voilà, c'est vraiment une phase qui est en amont, mais oui, qui est aussi, voilà, qui va suivre durant toute la création du projet et l'amélioration du projet après que la solution ait été déployée. Il va vraiment être là pour faire en sorte que l'expérience soit la plus optimale et qu'elle réponde aux besoins de ces utilisateurs-là. Mais on parle du X, on parle du Y, il faut pas les dissocier. C'est vraiment deux démarches qui vont de pair. Tu peux pas faire de l'UI sans qu'il y ait une démarche UX derrière. Sinon, tu travailles dans le vent, quoi. Tu peux pas concevoir une interface sans comprendre le besoin de tes utilisateurs, sans l'avoir mappé, sans avoir testé ce produit-là. On voit souvent du coup des offres d'emploi de UX designer, de UI designer et de UX UI designer. Est-ce que tu penses que pour une entreprise, c'est mieux d'avoir un UX UI designer ou d'avoir deux personnes différentes pour chaque spécialisation? Ah, ça va dépendre des personnes, je pense. Tu vois, typiquement, moi, je me suis longtemps considéré comme un UX UI designer, mais c'est seulement en entrant chez Source que je me rends compte que j'ai encore énormément de choses à apprendre en UX. Parce il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qui découlent de l'UX. Donc, à mon sens, après, là, je parle vraiment en tant que, je parle pas en tant que société. Parce que forcément, une société, elle va avoir des questions de budget. Tu vois, si elle peut recruter une personne qui fait les deux, elle le fera. Mais en tout cas, elle aura tout intérêt, je pense, à recruter un très bon UX designer et un très bon UI designer qui vont travailler ensemble et qui vont travailler en duo, quoi. Mais ouais, on voit beaucoup de personnes qui sont UI et UX designers, mais ça reflète pas toujours la réalité. C'est pour ça que moi, tu sais, ta question soulève un très bon point, c'est comment est-ce que les gens nomment leur travail, ou leur métier, pardon. T'en as qui vont s'appeler UI designer, d'autres UX designer, d'autres UX UI. T'as le product designer, t'as le designer full stack. Enfin, voilà, on s'y perd tant il y a d'appellations. Mais voilà, l'important c'est de savoir réellement ce qui correspond au métier du UX designer, ce qui correspond au métier du UI designer, et puis si tu as envie d'être UX UI, c'est bien. Si tu es bon dans les deux, c'est incroyable, t'es super balèze. Il faut vraiment comprendre que l'UX, c'est pas seulement faire des wireframes.
Ok, super, bah, hyper intéressant. On va passer maintenant à Focus. Le principe est simple, on prend une actualité récente du web et on en discute avec notre invité. En ce début d'année 2021, on a beaucoup de marques comme Burger King, Peugeot ou Pringles qui ont fait un rebranding pour se tourner vers des logos beaucoup plus minimalistes. Donc ils ont retiré les éléments superflus pour laisser place à l'essentiel. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette tendance adoptée par ces nombreuses marques? Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je pense que c'est plus une question de direction artistique. Enfin, parce que là, vu qu'on m'interroge en tant que UI designer, euh, voilà, c'est un peu compliqué pour moi d'y répondre. Mais en tout cas, d'un point de vue personnel, moi, j'aime beaucoup ce style. J'aime beaucoup le minimalisme, même dans les maquettes que je vais concevoir. Euh, je trouve ça très élégant, toujours au goût du jour. Tu vois, c'est pas, t'auras rarement un aspect vieillot quand tu vas partir sur du minimalisme. Après, sauf si c'est mal fait, mais bon, de ce que tu me dis là, j'ai vu ce qui a été fait du côté de Burger King. Je trouve ça super joli, je trouve ça super appétissant. Et je trouve que ça fonctionne super. Non, mais vraiment, hein. Tu sais, moi, quand je vois, tu sais, ils avaient fait un petit spot de pub où ils présentent, enfin, pas un spot de pub, mais une vidéo qui présente leur nouveau branding. Et vraiment, quand tu vois la typo qu'ils utilisent, les couleurs, ça te donne trop envie de manger un chez Burger King. Donc, de ce point de vue-là, c'est super réussi. Après, il y a forcément un côté négatif, je trouve. Parce que j'ai l'impression que euh, je vais peut-être dire une connerie. J'ai l'impression que c'est une sorte de tendance et c'est un peu ce qu'on a vu dans les marques de luxe. Tu sais, comme les Chanel, Dior, toutes ces maisons de couture. Elles avaient toutes le même logo. Une typographie en empattement avec en dessous écrit Paris et basta, tu vois. Et ça pose la question de l'image de la marque. Est-ce que vraiment ces entreprises, elles ont encore une véritable image ou est-ce qu'elles se ressemblent toutes? Enfin, ça peut poser un problème. Et après, en UI design, suivre toutes ces tendances-là, ça peut poser un problème aussi parce que tu sais, tu as toujours de nouvelles tendances. Il y a quelques temps, c'était le néomorphisme. Parfois, tu as des tendances liées aux illustrations. Là, t'as la 3D qui est en poupe, si je puis dire. Mais tu vois, le problème, c'est quand il va y avoir une tendance et que tout le monde va suivre cette tendance sans même se poser la question de est-ce que cette tendance est compatible avec les valeurs de l'entreprise avec laquelle je travaille. C'est ce qui va être le plus touchy, je pense. Mais en tout cas, si on prend les exemples de Burger King, de McDo ou même de tout ce qui est Peugeot, etc., moi je trouve que c'est super réussi. Et puis je me pose pas vraiment trop de questions. Moi je regarde, c'est beau, je trouve ça joli, je trouve que ça fonctionne visuellement, ça me donne envie de consommer, bah, pour moi c'est réussi. Et est-ce que toi, tu conseillerais à un client de passer à du minimalisme? Parce que là, du coup, on a plusieurs secteurs, on a de l'alimentaire, on a de l'automobile, mais est-ce que pour toi, il y a des secteurs pour lesquels le minimalisme serait pas du tout adéquat? Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, ça va dépendre du secteur. Par exemple, imaginons, je suis une entreprise qui vend des jouets pour bébés. Ok? Je suis pas sûr que partir sur du minimalisme, ça fonctionne. On va pas non, excuse-moi, je vais changer d'exemple. Plus pour une cible d'enfants qui a accès à Internet. Donc des enfants de 12 à 16 ans. On va partir sur un truc de jeu. Tu peux pas partir sur du minimalisme. Enfin, tu peux. Je dis pas que c'est pas possible, mais tu as plus intérêt à concevoir une sorte de DA un peu enfantine, un peu joyeuse, un peu colorée, tu vois, qui va parler aux enfants, que partir sur un truc minimaliste, tout blanc, un peu comme ce qu'on voit sur les sites de mode aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que ça va dépendre des secteurs. Il y en a pour qui. Et puis il y a aussi quand tu vas concevoir, par exemple, là je parle de mon métier du designer, quand tu vas concevoir des outils purement fonctionnels, des outils de back-office, etc. Là, clairement, tu vas partir sur du minimalisme, sur des interfaces qui sont pures, qui sont élégantes et qui sont pas chargées visuellement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend du secteur et ça dépend de l'utilité du produit que tu conçois.
Et du coup, j'ai lu un article sur le rebranding, notamment du coup dans le secteur automobile. On a vu que Peugeot, BMW, Nissan, Renault avaient donc totalement abandonné les logos de voitures chromés, parce que c'était plutôt lié à des scandales de pollution aux particules fines, etc. Et ils ont opté pour une nouvelle identité récente, donc des logos épurés flat. Est-ce que tu penses que les consommateurs vont comprendre le message de ce passage en fait à une nouvelle ère? Oh non, je pense pas, hein. Je pense pas. Bah, là, tu viens de m'apprendre une chose. Je savais pas que ce rebranding était lié. Parce que j'avais vu le rebranding de Peugeot et je pensais pas que c'était lié à ça, qu'ils voulaient refaire un petit peu leur image. Ouais, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr que les gens le comprennent, sauf s'ils font des spots de pub qui martèlent à la télé avant le 20h et qui l'expliquent, mais je suis pas sûr que ce soit dans leur intérêt. Mais en tout cas, purement visuellement, moi je trouve que le nouveau logo de Peugeot, il claque. Franchement, je le trouve super agressif et je pense que ça va bien fonctionner sur les nouveaux modèles. Mais, euh, mais ouais, non. Sur ce côté, ouais, on veut se refaire une image parce que l'ancien logo, il est lié à ce côté polluant, etc. Non, je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Ouais, c'est trop implicite, quoi. Ouais, c'est trop subtil. Et puis même, les gens, ils pensent pas vraiment à ça. Tu vois, je sais pas trop. Moi, dans ma tête, une voiture, ça va toujours polluer, qu'elle soit, euh, qu'elle soit électrique ou non. Quand tu vas la produire, même si c'est une voiture électrique, tu vas polluer quand même. Donc, je pense que ça va dépendre des personnes, de leur perception vis-à-vis de ces choses-là. Et puis, ça va dépendre de l'intérêt que ces personnes ont pour ce rebranding. Parce que, tu sais, généralement, quand il y a un rebranding qui est fait, il y a un article qui suit pour l'expliquer, soit un article, soit des slides. Et puis tu as les personnes qui sont dans le design qui vont s'y intéresser, d'autres personnes qui s'intéressent vraiment à la marque qui vont s'y intéresser. Mais je pense pas que ce soit la grande majorité de la population. Oui, oui, c'est sûr que avant d'être dans le domaine toi-même, tu regardais pas forcément ce genre de... Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mais c'est une question super intéressante, hein, parce que là, tu m'apprends une chose. Je pensais pas du tout que c'était lié à ça, ce rebranding. Bah, je t'enverrai l'article pour que tu puisses en savoir plus. Avec plaisir. Avec plaisir. Du coup, pour finir cette interview, est-ce que tu aurais une recommandation, que ce soit une chaîne YouTube, Twitch, une série ou un livre pour nos auditeurs? Oh ouais. Ouais, ouais. Pour une chaîne YouTube, je vais t'en proposer deux chaînes YouTube et je vais te proposer deux livres. Pour les chaînes YouTube, je vais recommander The Future, qui est une chaîne liée au design, au business, qui a été créée par Chris Do, qui est un designer américain, qui est le CEO de la boîte The Future, qui a le même nom. C'est un mec super balèze qui fait des formations qui valent de l'or, vraiment, sur le design, sur le business et sur plein d'autres choses. Et je trouve ça incroyable que du contenu d'une telle qualité soit gratuit. Donc autant en profiter. Faut être bon en anglais, parce que c'est en anglais. C'est peut-être le moment de s'y mettre. Il y a une autre chaîne qui est pas liée au design, c'est Le Vortex. C'est une chaîne française cette fois-ci. En gros, c'est une chaîne où il va y avoir plusieurs vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques qui vont se rejoindre et qui vont nous apprendre plein de concepts différents, des trucs plus compliqués, des choses qu'on entend un peu partout mais qu'on comprend pas forcément. Et tout ça avec un petit brin d'humour. Et c'est super agréable. La dernière vidéo que j'ai vue, c'est sur qu'est-ce que le groove dont on parle pour la musique. On en entend toujours parler, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Et ils nous l'apprennent d'une manière super ludique. C'est super cool. Et pour les livres, il y a un premier livre. C'est le premier livre que j'ai lu. C'est La vie devant soi de Romain Gary. Je sais pas si tu connais. Non, mais j'ai lu La promesse de l'aube de Romain Gary et j'ai beaucoup aimé le style Ok, d'écriture. ok. Ben je l'ai pas lu, donc je pense que tu vas m'en parler après en off pour voir s'il m'intéresse. Mais oui, La vie devant soi, c'est un des premiers livres que j'ai lu. C'était ma prof de français au collège qui me l'avait fait lire parce qu'elle savait que voilà, j'avais pas trop envie de lire, j'aimais pas trop ça. Elle m'avait dit lis celui-là, tu vas aimer. Et effectivement, il est magnifique. C'est un livre qui va t'apprendre ce qu'est l'amour, le véritable amour, en dépit des divergences d'opinion et en dépit des différences qu'on peut avoir entre êtres humains. C'est un livre très 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 important. Et le deuxième livre, c'est un livre de Laurent Gounel qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Et franchement, celui-là, je ne vais pas en parler.
je vais juste vous dire, lisez-le le plus tôt possible. Et c'est un livre qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien dans la tête. Voilà, voilà. Ok, bah, super intéressant. Et puis à tous les curieux qui veulent découvrir ce livre, allez-y les yeux fermés. Faut foncer, faut foncer. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Layout. Merci Hassan d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos Merci à toi. questions. On espère que vous avez apprécié découvrir ce métier et on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode.